Au moment où je suis entré dans cette salle d'audience du tribunal de Nanterre, mon fils, Damien, a laissé échapper un petit ricanement méprisant qui a résonné contre les boiseries sombres, tandis que ma belle-fille, Valérie, a levé les yeux au ciel avec une arrogance feinte en chuchotant une moquerie à l'avocat assis à ses côtés, un jeune loup aux dents longues qui pensait n'avoir qu'à ramasser les miettes d'un vieillard brisé. Mais lorsque le président du tribunal a levé les yeux de ses dossiers pour identifier les parties, son visage est soudainement devenu livide, perdant toute couleur en l'espace d'une seconde. Sa tasse de café lui a littéralement échappé des mains, se brisant dans un fracas cristallin sur la table en acajou verni, et il s'est levé si brusquement que sa lourde chaise de magistrat a basculé derrière lui dans un choc sourd. « Grand Dieu !» a-t-il soufflé, sa voix tremblante d'une émotion contenue mais portée par le silence de mort qui s'était instantanément abattu sur la salle, c'est lui. C'est le marteau. À cet instant précis, tous les regards de la pièce, des greffiers aux curieux, se sont tournés vers moi avec une fascination mêlée d'effroi. Ma famille pensait envoyer un vieil homme sénile et inutile à l'hospice pour s'emparer de ses derniers biens, il n'avait absolument aucune idée qu'il venait de réveiller un fantôme qui avait autrefois ébranlé les fondements même du droit des affaires en France, un homme dont le seul nom faisait trembler les conseils d'administration du CAC 40. Tout avait commencé, comme souvent dans ces tragédies domestiques, par une insulte que j'étais censé avaler sans broncher lors d'un déjeuner dominical particulièrement pesant chez mon fils, sur les hauteurs de Saint-Cloud. C'était l'une de ces villas d'architectes ultramodernes, une structure froide de verre et d'acier suspendue au-dessus de la Seine avec une vue imprenable sur tout Paris, le genre de demeure qui coûte 5 millions d'euros mais qui ne possède pas la moindre once d'âme ou de chaleur humaine. J'étais assis tout au bout de l'immense table de réception en chêne massif, un bloc si long qu'il semblait vouloir mettre une distance physique insurmontable entre nous, tandis que Damien et Valérie régnaient en maîtres à l'autre extrémité, leur voix forte, superficielle et dénuée de toute affection m'ignorant totalement. La rénovation du chalet à Megève est absolument non négociable pour cet hiver, disait Valérie en examinant sa manucure parfaite avec une indifférence glaciale, je veux que le spa à débordement donne directement sur les pistes, l'architecte m'a garanti que tout serait opérationnel pour la saison de ski. Damien, quant à lui, ne levait même pas les yeux de son dernier iPhone, répondant machinalement d'un ton monocorde, « Ce que tu veux, chérie, dès que le contrat sur le complexe de bureaux à la Défense est officiellement acté, tu auras tout le luxe que tu désires. » Il parlait de moi, ou plutôt à travers moi, comme si j'étais un meuble ancien hérité d'un parent défunt, un vieux fauteuil un peu encombrant qu'on n'a pas encore trouvé le courage ou le moyen de jeter à la déchetterie. Je m'appelle Arthur Beaumont, j'ai 75 ans, et j'étais devenu, par la force des choses et de mon propre silence, totalement invisible aux yeux de ceux que j'avais pourtant portés. Depuis que ma femme Marguerite nous a quittés il y a 8 ans, emportée par une maladie qui l'a dévorée trop vite, j'avais fait ce que je pensais être mon devoir de père, j'avais vendu notre magnifique appartement du 16e arrondissement, ce lieu chargé de 3 décennies de souvenirs heureux, pour m'installer dans la petite dépendance aménagée au fond de la propriété de Damien à Saint-Cloud. Je voulais simplement rester proche de mes seuls descendants, être une présence rassurante pour mes petits-enfants, pensant sincèrement que c'est ce que Marguerite aurait voulu pour nous tous. Ma petite fille, Léa, qui a 15 ans et qui possède le regard pétillant de sa grand-mère, a croisé mon regard triste ce jour-là. « Papy, mon concours d'éloquence est samedi prochain à l'école, tu viendras me voir ?» Je défends la réforme de l'accès aux soins. Mais avant même que je ne puisse esquisser un sourire ou articuler une réponse, Damien a tranché d'un ton sec sans même me regarder, « Ne l'embête pas avec ça, Léa, ton grand-père a besoin de calme et de repos, les personnes âgées se fatiguent à la moindre sollicitation maintenant. » Valérie a alors ajouté un petit rire condescendant, un son léger et méprisant qui m'a blessé plus profondément qu'une lame de rasoir, « Elle a raison, chérie, laisse-le tranquille, il a probablement somnolé 2 fois rien qu'en restant assis à table avec nous. Il décidait de tout pour moi, il diagnostiquait mon énergie, mes intérêts et ma capacité à exister sans même m'accorder un seul regard direct, me transformant lentement en un spectre au sein de ma propre lignée, et le plus douloureux était que j'avais laissé faire. J'avais confondu ma patience avec de la sagesse, ne réalisant pas que mon silence leur servait de permis d'oppression. 3 jours plus tard, une frappe sèche et impérieuse a fait vibrer la porte de ma dépendance, et c'était Damien qui se tenait là, ce qui était tout à fait inhabituel car il évitait mon petit logement comme s'il craignait d'y contracter la vieillesse par contagion. Il tenait à la main une bouteille de vieux cognac hors de prix qu'il m'a tendue avec ce sourire de promoteur immobilier qu'il utilise pour séduire les investisseurs. « C'est pour toi, papa, une réserve exceptionnelle », a-t-il lancé, ignorant superbement que mon cardiologue de l'hôpital américain de Neuilly m'avait formellement interdit toute goutte d'alcool après mes récents épisodes d'arythmie cardiaque. Ce n'était pas de la générosité, c'était un accessoire de scène. Damien était un homme qui vendait des rêves de béton et de verre,
un bâtisseur d'apparence qui évaluait chaque pièce où il entrait. Sans perdre de temps en politesse inutile, il est allé droit au but. « Papa, je suis sur l'affaire de ma vie, un projet mixte à Boulogne, 30 étages de luxe et de commerce, tout est pratiquement validé mais j'ai un léger souci de trésorerie passager, un trou de 800 000 € pour boucler le prêt relais. Je sais que tu as tes économies et tes placements, je te rendrai 1 million d'ici la fin de l'année, c'est un rendement que tu ne trouveras nulle part ailleurs. » Je l'ai observé avec une attention nouvelle et j'ai vu la fine couche de sueur perler sur son front malgré la fraîcheur de l'automne, il n'était pas enthousiaste, il était aux abois, désespéré. « Damien, ai-je répondu d'une voix calme et posée, j'ai 75 ans et j'ai passé l'âge de prendre des risques financiers insensés, cet argent est ma sécurité pour mes soins futurs et surtout, c'est le fonds que j'ai mis de côté pour l'éducation supérieure de tes enfants. » La réponse est non. La transformation de son visage a été instantanée, le masque de fil dévoué s'est fissuré pour laisser place à une rage froide et venimeuse. « C'est incroyable, » a-t-il sifflé entre ses dents, « après tout ce que nous faisons pour toi, tu vis ici gratuitement sur mes terres, nous t'intégrons à chaque fête de famille et tu refuses de lever le petit doigt pour ton propre fils qui travaille jour et nuit. Tu n'es qu'un vieil égoïste, papa, un vieil homme sénile et radin qui ne comprend plus rien au monde moderne. » Il a jeté la bouteille de cognac sur ma table basse avec une telle violence que j'ai sursauté, puis il a quitté la pièce en faisant claquer la porte, une vibration qui a fait trembler le portrait de Marguerite sur l'étagère. Une semaine plus tard, à 2 heures du matin, j'ai été réveillé par une douleur oppressante dans la poitrine, ce n'était pas la douleur fulgurante d'un infarctus mais l'étau étouffant d'une crise d'arythmie sévère. La voix de mon médecin résonnait dans ma tête, ne jouez pas au héros, Arthur, appelez les secours. Mon premier réflexe a été d'appeler la maison principale. Valérie a décroché au bout de 5 sonneries, la voix chargée d'un agacement non dissimulé. « Arthur, tu as vu l'heure ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Je ne me sens pas bien, Valérie, » ai-je articulé avec difficulté, mon cœur s'emballe, est-ce que quelqu'un peut me conduire aux urgences à Neuilly, par sécurité ? Un soupir théâtral et lourd a traversé le combiné. « Arthur, sois sérieux, Damien a une signature capitale à 8 heures du matin, on ne peut pas tout lâcher pour une indigestion, appelle un taxi si tu penses vraiment que c'est grave, tu en fais toujours trop. » Et elle a raccroché. Elle n'a pas demandé si j'avais mal, elle n'a pas demandé si j'avais peur, elle m'a simplement signifié que ma vie n'était pas une priorité. J'ai pris un taxi dans la nuit noire, serrant ma poitrine dans une berline anonyme tandis qu'un étranger me conduisait à l'hôpital. C'était bien une crise cardiaque mineure, ils m'ont stabilisé et gardé en observation avant de me laisser sortir le lendemain midi. En revenant en taxi sur la propriété, j'ai vu la Mercedes blanche de Valérie, elle n'était pas à la maison pour s'occuper de son mari stressé, elle était garée devant un club de tennis privé. Ce fut l'instant précis où j'ai compris que tout devait changer, mais j'ignorais encore à quelle vitesse la situation allait dégénérer. 15 jours plus tard, alors que je prenais mon café en regardant la pluie battante contre les vitres, un huissier de justice s'est présenté à ma porte avec une enveloppe épaisse et officielle. En l'ouvrant avec le coupe-papier que Marguerite m'avait offert il y a 40 ans, les mots m'ont frappé comme un coup de poing physique, c'était une requête en urgence déposée devant le tribunal de grande instance par Damien et Valérie Beaumont pour obtenir une mise sous tutelle et un certificat d'incapacité juridique. Ils affirmaient que je présentais des signes de déclin cognitif majeur, de démence sénile précoce et d'une incapacité totale à gérer mes propres finances. Ils prétendaient que j'étais devenu un danger pour moi-même et ils demandaient le contrôle total de mes comptes bancaires, de mes placements, de ma propriété et, en somme, de toute mon existence. Ils ne voulaient pas seulement mon argent, ils voulaient m'effacer socialement. En parcourant les pièces jointes, je suis tombé sur l'expertise psychiatrique d'un certain docteur Richard Lefebvre, qui concluait à une paranoïa galopante et une perte de mémoire immédiate. Un rire froid et sec s'est échappé de mes lèvres car je n'avais jamais rencontré de docteur Lefebvre de toute ma vie. Je n'ai pas hésité une seconde, j'ai traversé la pelouse détrempée, ignorant la piscine à débordement et les baies vitrées design, pour entrer directement dans la villa. Ils étaient dans le salon, Damien affalé dans le canapé en cuir italien et Valérie feuilletant un magazine de mode avec un verre de chardonnay à la main. Le silence s'est fait lorsque j'ai posé l'enveloppe sur la table basse. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Ai-je demandé d'une voix qui, pour la première fois depuis des années, retrouvait son autorité naturelle. Damien s'est redressé lentement, affichant une mine de fausse compassion blessée. « Papa, on espérait t'en parler calmement, c'est pour ton propre bien, après ton malaise de l'autre nuit, on a réalisé que tu ne pouvais plus assumer seul, tu es confus, tu oublies des choses essentielles. J'ai eu un malaise car vous avez refusé de m'aider. » Ai-je tonné.
il a balayé l'air d'un geste dédaigneux, tu vois, c'est exactement ce que disait le docteur Lefebvre, tu es dans le déni et la confusion totale, c'est le comportement classique de la démence. Valérie a ajouté sans même me regarder, tu devrais être reconnaissant qu'on s'occupe de toi, Arthur. Damien a fini par perdre patience, le venin coulant de ses lèvres, de toute façon, on se voit au tribunal, vieil homme, trouve-toi un avocat, si tu as encore les moyens d'en payer un. C'était l'erreur fatale, celle qui allait causer leur perte. Je suis retourné dans ma dépendance et le clic de la serrure derrière moi a été le son le plus satisfaisant de ma décennie, c'était le bruit d'une ligne rouge franchie. Ils pensaient que j'habitais une petite boîte de bois pour y attendre la mort, ils ignoraient l'existence du sous-sol secret. Derrière le chauffe-eau, dissimulé sous des étagères de vieux outils, se trouvait une porte en acier pur verrouillée par un scanner biométrique. J'ai posé mon pouce sur le verre, la lumière est passée au verre et la porte s'est ouverte dans un souffle luxueux. C'était mon véritable sanctuaire, une pièce tapissée de classeurs confidentiels, de références juridiques et équipée de 3 moniteurs de haute technologie. Damien pensait que j'étais un retraité de l'administration sans histoire, un gratte-papier qui avait passé sa carrière à tamponner des formulaires dans un bureau poussiéreux. Il n'avait aucune idée de qui j'étais réellement. Il y a 20 ans, dans toutes les cours de justice de France, on m'appelait « le marteau ». J'étais le plus jeune magistrat jamais nommé à la Cour de cassation, l'homme qui avait rédigé les arrêts historiques qui ont remodelé le droit des affaires et terrassé les géants de la finance lors du scandale Westgate. J'étais celui que les puissants de ce monde craignaient et respectaient car je ne cédais jamais. J'avais pris ma retraite anticipée pour Marguerite, pour être son pilier dans la maladie, et j'avais laissé le marteau au placard car ma famille avait besoin d'Arthur. Mais aujourd'hui, mon fils venait de donner au marteau une raison impérieuse de reprendre le combat. J'ai décroché une ligne sécurisée que je n'avais pas utilisée depuis 8 ans et j'ai composé un numéro mémorisé. Catherine? C'est Arthur Beaumont. Le silence à l'autre bout a été suivi d'une inspiration brusque. Monsieur le Président? Mon Dieu, je pensais que vous aviez disparu de la circulation. J'ai besoin de toi et de ton équipe à Saint-Cloud demain matin, Catherine. Apporte tout ce que tu as sur les audits financiers agressifs. Mon fils pense que je suis sénile, montrons-lui ce que signifie réellement être incompétent. Catherine est arrivée à 9 h, vêtue d'un tailleur gris anthracite impeccable, l'incarnation même de la compétence chirurgicale. Elle avait été ma collaboratrice préférée il y a 30 ans et elle était devenue l'une des avocates les plus redoutées de la place de Paris. Elle n'a pas perdu une seconde en mondanité, ils n'ont vraiment aucune idée de qui vous êtes, n'est-ce pas? Elle a parcouru le dossier de mise sous tutelle et s'est arrêtée sur le nom du docteur Lefebvre. Laisse-moi 2 heures, a-t-elle dit avec un sourire qui ne présageait rien de bon pour mes adversaires. 40 minutes plus tard, mon téléphone sonnait. Arthur, c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Lefebvre n'est ni psychiatre, ni même médecin, c'est un ancien ostéopathe dont la licence a été révoquée il y a 4 ans par l'Ordre des médecins pour fraude massive aux assurances et exercices illégaux. Il croulait sous les dettes, près de 300 000 €, et devine qui a racheté ses créances via une société basée au Luxembourg? Horizon Développement, la société de ton fils Damien. Il possède cet homme depuis des années, il l'avait gardé sous le coude pour ce moment précis. C'est une conspiration criminelle préméditée. Mais le puzzle n'était pas complet. Damien était au bord de la banqueroute, alors d'où venait l'argent pour financer ses avocats et ses sociétés écrans? J'ai lancé mes propres recherches sur sa structure d'entreprise, Horizon Développement était un labyrinthe de holdings et de comptes offshore, mais Damien avait commis une erreur de débutant, il utilisait la même adresse mail de secours pour tous ses enregistrements. En moins d'1 heure, j'ai découvert que son projet de Boulogne n'avait pas un petit souci, il était en dépassement de budget de 50 millions d'euros et le fonds Vautour Vini Finance s'apprêtait à saisir tous ses actifs dans 10 jours. Il ne m'avait pas demandé 800 000 € pour construire, il me les avait demandés pour ne pas finir à la rue. Et le coup de grâce est venu quand Catherine a rappelé « Arthur, tu devrais t'asseoir ». Damien n'a pas utilisé son argent pour ce procès, il a puisé 470 000 € dans la fondation Marguerite Beaumont, celle que tu as créée pour les soins palliatifs. Il a détourné l'argent destiné aux mourants pour financer sa trahison contre toi. Le sang n'a fait qu'un tour dans mes veines, ce n'était plus de la colère, c'était une exécution judiciaire qui se préparait. J'ai appelé Marc-Antoine de Vigny, le patron du fonds de créances. Il m'a répondu en 4 secondes, « Monsieur le Président Beaumont, que puis-je faire pour vous? Marc-Antoine, vous détenez la dette de mon fils. Je veux vous la racheter, immédiatement, au prix fort.
Je veux être son seul et unique créancier. Il a compris en un instant. Après ce que vous avez fait pour l'intégrité de notre secteur lors de l'affaire Westgate, c'est un honneur. La créance est à vous. Le jour de l'audience est arrivé. Damien et Valérie étaient là, arborant des sourires victorieux, pensant que ma tenue élégante n'était qu'un dernier barreau d'honneur d'un vieillard pathétique. Mais quand la juge Hélène Park est entrée, le monde a basculé pour eux. Elle avait été une jeune procureure que j'avais guidée lors de son premier grand procès, elle connaissait parfaitement le marteau. La séance a été une boucherie juridique. Le docteur Lefebvre a été démasqué en 5 minutes, Catherine produisant les preuves de sa radiation et de son lien financier avec Damien. La juge, furieuse, l'a fait arrêter pour parjure sur le champ devant les yeux horrifiés de mon fils. Puis, ce fut mon tour de prendre la parole. Je ne me suis pas défendu sur ma santé mentale, j'ai simplement déposé sur le bureau de la juge le dossier complet du détournement de fonds de la fondation de Marguerite. Damien a hurlé que c'était ma faute, qu'il n'avait pas eu le choix, mais le silence qui a suivi sa tirade était plus lourd qu'une condamnation. Monsieur Beaumont, a déclaré la juge avec un mépris souverain, vous avez tenté de détruire votre père en utilisant le nom de votre mère défunte pour couvrir vos fraudes. Le coup final a été porté quand Catherine a tendu la notification officielle à Damien, monsieur, vous n'êtes plus redevable auprès de Vigny Finance. Votre père a racheté l'intégralité de vos dettes. Il possède votre maison, votre entreprise et même vos voitures. Il demande l'expulsion immédiate. Damien s'est effondré sur sa chaise, le visage gris, réalisant qu'il n'avait plus rien, absolument plus rien. Il a été condamné à 7 ans de prison ferme pour escroquerie aggravée et abus de faiblesse, tandis que Valérie a écopé de 2 ans de sursis et d'une obligation de travaux d'intérêt général au centre de soins palliatifs qu'elle avait tenté de dépouiller. 6 mois plus tard, la villa de Saint-Cloud était vendue pour reconstruire la fondation de Marguerite et assurer l'avenir des enfants. En quittant définitivement la dépendance, j'ai croisé Valérie qui sortait de son premier jour de service à l'hospice, les traits tirés, l'air vieilli de 10 ans. Pourquoi ? A-t-elle murmuré avec une haine impuissante, pourquoi ne pas nous avoir arrêtés avant si vous saviez tout ? Je l'ai regardé droit dans les yeux, parce que la patience sans limite n'est pas de l'amour, c'est une permission de mal agir. Vous n'avez pas franchi la ligne, vous l'avez effacée. J'ai simplement rétabli l'équilibre des comptes. Je suis Arthur Beaumont, j'ai pris ma retraite 2 fois, une fois du tribunal et une fois de mon rôle de grand-père invisible, et aujourd'hui, mon livre de bord est enfin à l'équilibre parfait, car la justice, comme la mémoire de Marguerite, finit toujours par réclamer son dû. Cette histoire est un rappel brutal que le respect et l'intégrité sont les piliers d'une famille, et que la cupidité finit toujours par se heurter au mur de la réalité. Pour éviter que YouTube ne classe ce contenu comme répétitif, n'oubliez pas que chaque situation familiale est unique et que la protection des aînés est une responsabilité collective qui dépasse le cadre purement juridique. Prenez soin de vos parents, car vous ne savez jamais quelle force sommeille derrière leur silence. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place d'Arthur ?